Merci d'être avec nous pour suivre Média en scène, édition 2020, édition 100% en ligne, en vidéo. Vous pouvez nous suivre sur le site Média en scène, toute une série de conférences, de tables rondes, d'interventions avec des invités prestigieux que vous allez pouvoir découvrir tout au long de la journée. On va parler, alors ici précisément, nous débriefons les aspects technologiques liés à l'information, à la fabrication de l'information. On va donc parler encore d'intelligence artificielle, bien s'informer à l'heure de l'intelligence artificielle, c'est le thème de la table ronde qui va avoir lieu tout de suite. Si vous vous intéressez aux médias et à la manière dont on fabrique l'information, vous connaissez très certainement l'émission L'Atelier des médias sur RFI. Et vous connaissez cette voix, c'est celle de Steven Jambeau, à qui je passe la parole tout de suite, qui va vous présenter ses invités pour cette table ronde, bien s'informer à l'heure de l'intelligence artificielle. Steven. Merci Jérôme, bonjour à toutes et à tous. Ravi de vous retrouver donc pour cette table ronde dont Jérôme vient de donner le thème, bien s'informer à l'heure de l'intelligence artificielle. Avec moi aujourd'hui, j'ai le plaisir d'avoir trois invités de choix. Aude Favre, qu'on attend d'une minute à l'autre, journaliste depuis une dizaine d'années. Elle est aussi sur YouTube sous le nom de Aude What the Fake depuis 2017. Elle lutte avec brio contre les théories du complot et les infox. Alors son approche, vous verrez, elle est bien sous tout rapport. Elle a lancé, grâce à un financement participatif il y a quelques mois, une rédaction collaborative citoyenne, avec l'idée peut-être d'avoir un modèle économique derrière tout ça, qui lui permette de vivre et de débunker le plus grand nombre d'infox possible. Et je la recevais dans l'atelier des médias du 10 juillet 2020. Chine Labbé est avec nous depuis Genève. Bonjour Chine. Bonjour. Chine, qui est rédactrice en chef de NewsGuard. NewsGuard, c'est une société américaine qui, je cite, évalue la fiabilité des sites d'information et d'actualité. Elle nous présentera évidemment NewsGuard dans le détail. Chine, juste pour rappeler un petit peu son parcours, est diplômée des écoles de journalisme de Sciences Po Paris et de Columbia. Elle a travaillé à The Economist avant de rejoindre l'agence britannique Reuters à Paris. En 2019, elle a rejoint donc NewsGuard pour accompagner son lancement en France et elle en est la rédactrice en chef depuis le mois de mai. À ma gauche, Benoît Raphaël. Bonjour Benoît. Bonjour. Journaliste, entrepreneur, il s'est spécialisé dans l'industrie des médias numériques et l'intelligence artificielle. En 2017, Benoît, tu lançais Flint, qu'on trouve sur flint.media, avec l'idée de devenir éleveur de robots. En fait, disons qu'on peut tout faire quand on est journaliste après, c'est un petit peu ce que cela veut dire. Flint qui vient de finaliser une levée de fonds. Le concept que tu nous développeras, l'intelligence artificielle nous aide à mieux nous informer en triant pour nous l'actualité, le tout garanti sans fake news. Alors, bien s'informer à l'ère de l'intelligence artificielle, j'aimerais alors que Aude vient nous rejoindre. Bonjour Aude. Bonjour. Bienvenue. On commence par le constat, peut-être quelques constats de la situation actuelle. Benoît Raphaël, en préparant cette table ronde, tu me rappelais ce documentaire sorti sur Netflix début septembre 2020 de Social Dilemma, un documentaire en forme de réquisitoire sur les concepteurs de médias sociaux comme Facebook qui en gros auraient créé un écosystème terrible. Oui, alors en fait, il faut comprendre il faut réaliser surtout qu'en quelques années, en moins de 20 ans, tout s'est complètement accéléré, qu'on a eu une démultiplication assez folle en fait de l'information et en même temps, on a été de plus en plus stimulé à consommer de l'information. Au départ, c'est une grande richesse, parce qu'il y a quand même Wikipédia, il y a des tas de blogs, de vidéos qui apparaissent, donc des tas d'opinions aussi différentes qui émergent, donc c'est une grande richesse, sauf qu'en fait, c'est un petit peu comme quand ça s'accélère, un petit peu comme quand on met des bactéries dans un bocal, et ben en fait, ça gonfle, ça se multiplie, puis à la fin, ça explose. Et face à cette multiplication un petit peu incontrôlée, en fait, les seuls qui ont le pouvoir, ce sont les algorithmes, parce que ce sont les seuls qui sont capables en fait de traiter tout ça. Le problème, c'est que ces algorithmes des réseaux sociaux, des moteurs de recherche, en fait, ils sont guidés uniquement pour vous faire rester le plus longtemps sur votre écran. Et donc, ils font appel à un organe dans votre cerveau, qui est un organe très très ancien, qui s'appelle le striatum, et qui vous envoie de la dopamine à chaque fois. Donc, qui crée de l'addiction, quoi. Voilà, à chaque fois que vous avez une info, mais quelle que soit la qualité de l'info. Et en fait, de la même manière que ce striatum va provoquer de la surconsommation de bouffe, et on voit que pas loin d'un quart de la population mondiale est en surpoids aujourd'hui, ça crée plein de maladies. De la même manière, dans l'information, on est également de plus en plus informé, on se surinforme, il y a une infobésité,
et en même temps, on a l'impression d'être de moins en moins informé. C'est intéressant cette relation que tu fais, Benoît, entre l'obésité et l'infobésité. On y reviendra dans cette conversation. Ce qu'il y a, c'est qu'on est dans une situation donc, de surinformation, comme tu parlais, Benoît. Et Aude, ça nous rend aussi poreux à la mésinformation. Et il y a un exemple aussi dans tout ça, dont on a parlé en préparant cette table ronde, c'est Hold Up. Oui, eh bien, c'est pour moi, Hold Up. Que dire sur Hold Up Ce n'est pas l'objet de la table ronde, mais c'est juste pour dire qu'on est dans une situation de tempête médiatique, de surinformation, de contenus qui vont dans tous les sens, et donc des gens qui s'engouffrent là-dedans et qui mettent en rapport des informations. En fait, ce qui m'a gênée, moi, évidemment, en tant que journaliste, un peu sur ce documentaire, c'est que rien n'est fouillé. Globalement, tout est totalement survolé, à l'image de la façon dont on consomme l'information aujourd'hui. Et pourtant, on croit y déceler. Moi, je suis très intéressée quand même par les gens qui adhèrent totalement dans ce documentaire. J'en ai contacté un certain nombre et beaucoup croient y déceler une vérité. Ils pensent avoir trouvé vraiment quelque chose qu'ils n'avaient pas vu avant, etc. Alors que, encore une fois, tout est à la fois très faible, n'est-ce pas, en termes de démonstration, et tout est survolé. Et ça me rappelle, en fait, tout simplement la quantité de gens qui me contactent et qui sont persuadés d'avoir trouvé, pareil, des vérités vraies, etc., sur des blogs inconnus ou dans des articles, qui, pour moi, font quand même assez peu de sens au premier coup d'œil. J'ai toujours du mal un peu à me... j'ai du mal, ça s'explique, comme vient de l'expliquer Benoît, mais j'ai toujours du mal à comprendre, en fait, finalement, quelque part... cette non-volonté de creuser les choses, voilà, qui est alimentée effectivement par l'infobésité, parce que voilà, on survole et puis une info chasse l'autre et puis ceci, cela, et c'est très troublant pour moi. Benoît, face à cette situation de surinformation, on se dit aussi qu'il y a urgence, car mal s'informer a des impacts très concrets à la fois sur nos démocraties, sur nos économies, etc. De la même manière que le surpoids et l'obésité créent des maladies, en fait, l'infobésité crée des maladies, dont effectivement les fake news, dont ce qu'on appelle la cancel culture, c'est-à-dire l'impossibilité en fait de débattre, et aussi également la perte de confiance dans les médias. Donc faut plutôt le voir comme des symptômes, beaucoup plus que comme des ennemis à abattre. L'ennemi à abattre, en fait, ce sont les mécanismes qui nous poussent en fait à nous surinformer, qui font appel donc à des algorithmes sur lesquels il faut peut-être penser une réglementation. Je dis pas d'interdire, mais par contre se donner des règles en tout cas pour que tout ça se passe de façon équilibrée. Je ne parle pas du contenu, je parle bien de la mécanique, et puis des règles aussi pour nous-mêmes, comment est-ce qu'on prend du recul, comment est-ce qu'on maîtrise un petit peu notre façon de consommer l'info, mais comment on maîtrise notre façon de manger. C'est pas mal de manger une barre chocolatée, par contre si on en mange tout le temps, ça pose un problème, quoi. Et puis on est dans une situation en plus de crise sanitaire mondiale qui renforce aussi ce déséquilibre et ces inquiétudes, et donc donne de la place à des soucis de compréhension et des problèmes de mésinformation. Oui, puis ça crée aussi en fait un vertige particulier. Quand on parle en fait de Hold Up, on dit oui, alors du coup c'est n'importe quoi, c'est des mensonges et les gens croient n'importe quoi face à ceux qui croient les vraies infos données par les médias et qui ont l'esprit critique. En fait, on n'est pas face à des gens qui ont un esprit critique et face à des cons, on est face à des gens qui font confiance dans les médias et ceux qui leur font pas confiance. Donc en fait, le problème, il est pas du tout sur des gens qui croient n'importe quoi et des gens qui croient pas n'importe quoi. Tout le monde croit n'importe quoi, c'est-à-dire que sans vérifier vraiment parce qu'on n'a pas le temps. Maintenant, où est la place de l'esprit critique? Et est-ce qu'il ne faut pas, on en parlera peut-être tout à l'heure, est-ce qu'il ne faut pas travailler sur une éducation justement à l'information pour qu'on soit un peu plus autonome par rapport à tout ça? Juste, si je peux rebondir très rapidement, parce que j'adore effectivement ce parallèle avec la malbouffe, etc. Ce qui me rend aussi assez triste, c'est que tout comme quand on mange trop, etc., il y a un effet d'écœurement aussi très rapidement. Je trouve que dans l'information, même moi, parfois, je me surprends à vouloir tout éteindre, à vouloir ne plus m'informer du tout, parce qu'en fait, c'est trop. Et j'ai beaucoup de gens comme ça qui me disent, moi, j'éteins tout, c'est bon, je m'informe plus, en fait, j'en ai marre. Ou alors, évidemment, sur les réseaux, vite fait, etc. Et ça, c'est grave aussi, en fait.
c'est très grave. Ouais, ça fait penser en fait à ce documentaire qui s'appelait Super Size Me, où en fait le journaliste se met à bouffer du McDo toute la journée pendant un an, et à la fin il déprime et il montre le rapport entre la malbouffe et la surbouffe quelque part avec la déprime. Et je pense que sur l'information, il y a un côté anxiogène et un côté et la libido également. Ça, j'ai pas fait le lien encore entre la surinformation et la libido. On pourrait faire une étude, mais en tout cas, ça a des conséquences aussi sur le cerveau, sur la dépression, sur une anxiogène, sur le fait qu'on soit anxiogène, je vais pas tenter le mot compliqué, voilà, sur l'anxiété en fait, qui en plus en ce moment est particulièrement difficile à vivre. Alors je vais me tourner maintenant vers Chine Labbé. NewsGuard a été lancé, donc tu es la rédactrice en chef en Europe, a été lancé il y a 2 ans par Stephen Brill et Gordon Krovitz, 2 journalistes et entrepreneurs américains qui ont décidé de lancer en gros une armée de journalistes pour définir la fiabilité globale d'un site. C'est bien ça ? Oui, que vous m'entendez, parce que j'ai de rebondir avant, mais pas comment vous m'entendez pas. Vous m'entendez bien ? On ne t'entend pas très bien. Si on pouvait monter le retour, s'il vous plaît, en plateau. Je voulais revenir sur cette idée d'esprit critique. C'est une citation de Gérald Bronner que j'aime beaucoup, qui dit « L'esprit critique sans mode peut facilement mener à la crédulité ». Un petit peu qu'on vit en ce moment, c'est qu'on a des gens qui empilent des arguments, qui disent qui se vendent d'avoir un esprit critique plus que les médias mainstream. Et donc, cette crise de défiance et de compétition et de l'esprit critique qui complique à gérer pour nous. Alors, je ne sais pas si c'est la connexion en plateau qui est mauvaise ou si c'est le flux. Non, c'est le stream qui n'est pas très bon. Est-ce qu'on peut essayer on essaiera de te reprendre dans quelques minutes, Chine. Je ne sais pas si tu peux passer en 4G, peut-être, si tu es en Wi-Fi. Ou voilà. Mais on n'arrive pas du tout à comprendre ce que tu nous racontes. Je suis désolé. Je vais me retourner vers Aude avant de revenir vers toi, Chine. Aude, toi, face à cette situation de surinformation, de mésinformation, de désinformation dont on parlait, tu as décidé de te lancer à corps perdu, on peut dire, dans le fact-checking. Dans le fact-checking, et ta démarche, c'est l'idée d'avoir une démarche collaborative et d'insister vraiment sur les bons réflexes face à l'information. Oui, en fait, le drame, et quelque part, des fois je me dis l'espoir de ce marasme de fake news, c'est que pour moi, mon analyse, après 3 ans à travailler dessus à travers ma chaîne YouTube, donc What the Fake, je pense que le nœud du problème, c'est tout simplement effectivement la confiance, comme disait Benoît, la confiance ou la méfiance du coup des citoyens envers les journalistes, à tort, à raison. Voilà, bon bref, c'est pas le débat ici, mais je pense que c'est le nœud du problème, c'est-à-dire que si demain on est dans une société, on arrive à reconstruire cette confiance entre les citoyens et les journalistes. Voilà, au moins une certaine catégorie, ou j'en sais rien, bref. En fait, le problème des fake news dans ce cas-là, se résoudrait assez facilement, dans le sens où on est dans une société où plus personne n'a confiance en personne, globalement. Donc, c'est ce que j'essaye un peu de faire. C'est vrai que j'ai travaillé en faisant mes petites vidéos et voilà, sur les fake news pendant plusieurs années. Et puis avec la Covid, j'ai commencé à faire du fact-checking en direct avec les gens. Et beaucoup se sont pris au jeu, beaucoup ont adoré l'idée de rentrer un peu dans ma tête. Voilà, ce que je trouve moi, pas non plus, j'ai pas une tête spécialement géniale, mais en tout cas l'idée de rentrer dans le schéma de pensée d'un journaliste quand il enquête. Et du coup, on s'est retrouvés, là on est 1300 je crois, sur un serveur Discord, donc c'est là. Je crois que c'est une des premières, en tout cas, rédactions citoyennes anti-fake news peut-être du monde, je n'en sais rien. Donc c'est une communauté francophone qui te soumet des informations ou des contenus à vérifier, et toi, l'idée, c'est d'être dans la conversation et de leur montrer les cuisines de l'info, en gros. Exactement. En fait, alors jusqu'ici, nous cherchons, je dois dire, des fonds. Donc on n'est pas très riche pour produire des enquêtes, donc c'est un peu le problème. On a un compte Tipeee, etc., pour ceux qui veulent nous soutenir. Donc nos moyens, là, tout de suite, sont limités. Mais qu'à cela ne tienne, on fait quand même des lives toutes les semaines sur Twitch pour enquêter sur des informateurs divers et variés. Dernièrement, c'est toujours la chaîne Jasper Madère qui explique que l'Institut Pasteur a créé la Covid à partir d'un document qu'ils ont déterré. Bon, bref.
Et on a l'ambition, en tout cas, de sortir des enquêtes extrêmement ambitieuses sur les sources majeures de désinformation. Pas qu'en France, aussi dans le monde, parce que la plupart des complotistes français reprennent tout simplement les éléments de langage et les idioties balancées par leurs confrères américains, qui sont souvent un peu les premiers, ou d'autres, hein, voilà, en tout cas dans ce qui nous arrive ici en France. Et donc on veut analyser leur rhétorique, leur business, leur fake news, la façon dont les plateformes les aident à construire leur empire. Tout ça, ça me paraît extrêmement important, c'est l'ambition du projet. On va essayer de retourner avec Chine Labbé, s'il est à nouveau avec nous. Chine, ça va mieux maintenant? Si vous Bon, on va essayer de reprendre. Juste pour reprendre, NewsGuard part du principe, en fait, qu'analyser la fiabilité d'un site, d'une information, ça passe par un œil humain. Donc c'est l'anti-intelligence artificielle. Chine. Et on peut dire ça. En fait, à la base, au fond de notre société qui est une start-up, on a été fondée en 2018 pour évaluer la fiabilité des sources d'information et de faire le tri entre les sources crédibles, fiables et les autres. C'est l'idée que l'intelligence artificielle ne peut pas y arriver, il faut vraiment un œil humain. Et pourquoi on est convaincu de ça? En fait, c'est assez facile pour une machine de repérer les contenus violents, les contenus pornographiques, par exemple. Mais c'est beaucoup plus difficile de repérer les contenus qui constituent la mésinformation, dans laquelle il y a la mésinformation, la désinformation, la propagande, et qui prennent tous des formes différentes. Et je vais vous donner un exemple. Aujourd'hui, les campagnes de désinformation, c'est pas simplement balancer des intox complètement fausses et essayer de faire croire aux gens ces intox qu'on a débunkés maintes fois. C'est aussi instiller le doute, essayer de rendre flou la frontière entre le vrai et le faux, et essayer de questionner le réel et les faits. Et ça, c'est beaucoup plus difficile pour une machine de repérer ces campagnes-là. Je vais vous donner quelques exemples des sites qui vont en fait cacher leurs intérêts et qui vont donc pas diffuser des intox, pas diffuser des fake news en tant que telles, mais qui vont diffuser une propagande parce qu'il y a un intérêt financier, politique ou éthique derrière. On l'a vu aux États-Unis dans les mois qui ont mené à la campagne électorale. On a vu beaucoup de sites internet qui se faisaient passer pour des sites journalistiques locaux et qui profitaient du vide en fait qui a été laissé par la fermeture de beaucoup de journaux locaux aux États-Unis et qui en fait étaient financés par des comités d'action politique républicains ou démocrates et qui étaient des machines de propagande. Mais si vous voulez, ils écrivaient rien de fondamentalement faux, mais c'était de la propagande politique. Et donc ça, seul l'œil humain, seule l'investigation journalistique pouvait permettre de le mettre en exergue. Pareil pour les sites qui travaillent pour des intérêts étatiques étrangers. Notamment, nous, on a analysé cet été un site francophone qui en fait cachait ses liens avec une unité d'intelligence militaire russe, du service de renseignement militaire russe. Et il faisait de la propagande, de la désinformation russe. Mais encore une fois, il n'y avait rien de fondamentalement faux dans ce qui est diffusé. Donc c'est très difficile pour ce genre de contenu, où il s'agit en fait de détecter qui est derrière et qui essaie de vous nourrir avec cette version de l'actualité. C'est très difficile pour les machines de repérer ça. Et puis la deuxième raison pour laquelle on est convaincu que ce tri entre les sources crédibles et les autres, il doit passer par une analyse humaine, c'est que les acteurs de la désinformation aujourd'hui, ils sont très ingénieux et ils ont appris à jouer au chat et à la souris avec les algorithmes des plateformes de réseaux sociaux qui vont essayer de supprimer leur contenu. Et on l'a vu notamment avec QAnon, quand cet été, les contenus Facebook et Twitter ont cherché à supprimer les contenus QAnon. Q en personne a appelé ses adeptes à ne plus se référer à QAnon officiellement, ne plus utiliser les contenus comme Where We Go On, We Go All pour essayer de passer entre les mailles du filet. Et un petit exemple là-dessus, c'est aussi le typo squatting qui consiste à ajouter des cookies dans ces hashtags pour échapper au contrôle de l'intelligence artificielle. Donc du coup, voilà, nous, on est convaincus que face à cette complexité de la mésinformation, c'est indispensable d'avoir un œil humain qui permette de faire le tri. Donc vous travaillez sur les empreintes mouvantes de la désinformation. Combien de journalistes avez-vous pour créer cette base de données sur laquelle vous travaillez très concrètement de sites? Et l'idée donc d'avoir une liste de milliers de sites et d'avoir des commentaires très précis sur chacun de ces sites et des gens qui sont derrière. Oui, on est une équipe de journalistes. On travaille...
m'entendez? Oui, combien de gens avez-vous à travers le monde? Oui. On est une équipe de journalistes. On travaille, comme vous le disiez, dans plusieurs pays, donc États-Unis, France, Allemagne, Royaume-Uni et Italie. Et on est une trentaine de journalistes qui travaillons là-dessus. Et donc, évidemment, c'est un travail très laborieux parce que un site d'information, on va passer beaucoup de temps à analyser des articles, à faire du travail de fact-checking, mais aussi à repérer ce que je vous disais juste avant, c'est-à-dire les liens éventuels avec des sources financières qui pourraient être cachées, etc. Et donc, on fait ce travail, c'est un travail très minutieux, et on met à jour aussi ce que peut permettre l'IA, c'est qu'on met à jour en permanence nos analyses. Parce que parfois un site qui faisait de la mésinformation il y a quelques mois peut avoir amélioré ses pratiques, et donc ça va constamment revoir nos produits. Par contre, on s'appuie sur l'IA pour savoir quelles sources on doit analyser, quelles sources ont du buzz en ligne et sont l'objet de beaucoup de partages, de commentaires, de likes, etc. Et donc on a des données qui nous permettent de savoir les sites qui suscitent le plus d'engagement et auxquels il faut qu'on s'intéresse, parce que c'est par ces sites-là que passe la viralité des intox. Voilà, l'intelligence artificielle aide NewsGuard à scanner la toile. Benoît Raphaël, Flint dispose aussi d'intelligence artificielle qui sont là pour elles aussi scanner la toile. Mais sauf que l'approche de Flint, c'est machine contre machine, technologie contre technologie, et comme tu aimes souvent le dire, avec une conscience derrière. Oui, en fait, on est en guerre, et si on essaie de revenir dans l'histoire au moment des premières machines, pendant la guerre de 39-40, c'était dans les années 40, en fait, il fallait décrypter le code secret envoyé par les Allemands. Et ce code, en fait, il était indécryptable, en fait, par les humains. Pourquoi? Parce qu'en fait, on s'est rendu compte qu'il était créé par une machine. Et qu'en fait, il y avait 159 milliards de possibilités qu'il fallait trouver en 18 heures. C'était juste impossible. Donc, qu'a fait Alan Turing? Il a créé une machine. En face de la machine. Et en fait, pour lutter contre la machine des algorithmes des réseaux sociaux qui perturbent tout ce système-là, il faut une machine. Et nous, ce qu'on s'est dit, c'est qu'on va créer une machine qui soit une contre-machine, quelque part, qui soit pour chacun, qui soit sincère, qui soit transparente dans son fonctionnement, et qui essaie d'aller un petit peu faire autre chose que ce travail absolument nécessaire d'apporter la contradiction absolument sur la qualité des sources, sur le fact-checking, de faire de la pédagogie, comme le fait Aude, sur la vérification de l'information pour former l'esprit critique. Nous, c'est d'essayer d'aller faire un tri, évidemment, un tri de qualité qui soit rassurant, qui soit qualifié, et surtout, en fait, nous faire tourner vers autre chose. Et je pense qu'une des clés aussi, c'est que, vous savez, on peut essayer, quand on mange trop, et que du coup, essayer d'aller absolument attaquer les graisses et s'intéresser aux problèmes, on peut simplement essayer de changer notre comportement et de faire en sorte de se tourner. Parce qu'il y a plein de choses intéressantes. Il y a plein de gens qui ont des solutions, qui ont des choses à raconter. Il y a énormément d'opinions différentes qu'on pourrait aussi explorer de façon saine, mais on n'a juste pas le temps, parce qu'en fait, on perd notre temps à nous emmerder, à essayer de vérifier si les 2h30 de hold-up, c'est vrai ou c'est pas vrai. En fait, le temps qu'on perd, en fait, en tant que journaliste, en tant que citoyen, c'est juste impossible. Donc je pense qu'il y a aussi une approche de se tourner vers autre chose, et je pense que tous ces gros démons qui nous emmerdent en fait toute la journée, qui nous font perdre du temps, au bout d'un moment ils disparaissent parce qu'en fait ils reposent sur pas grand chose. Et notre robot, c'est de permettre de faire un tri de l'information pour redevenir un peu visionnaire, quoi, pour avoir des nouvelles idées, pour s'inspirer, pour aller voir des opinions différentes, pour se faire sa propre opinion, plutôt que de simplement stresser absolument face à effectivement, ce gros chaos de l'information qui nous agite aujourd'hui. Mais le risque n'est-il pas justement que les utilisateurs aillent vers les informations et les thématiques qui les intéressent déjà, sur lesquelles ils ont déjà des appétences, et qu'ils passent à côté de l'information quotidienne, en fait, oui, ça c'est justement, si vous lisez le bouquin de Sébastien Boller, donc, qui s'appelle Le Bug Humain, qui vous parle de comment justement notre besoin d'information est animé par la dopamine, qui va simplement nous récompenser dès qu'on a une info, quelle qu'elle soit, parce qu'en fait, que ça soit un pélican qui joue du banjo sur TikTok, ou que ça soit une information intéressante, c'est le même niveau de dopamine, donc on s'en fout. Par contre, on a d'autres parties du cerveau qui reçoivent d'autres récompenses
c'est un peu plus silencieux, un peu plus lent dès que l'on a de la connaissance. Donc ce sont ces autres parties du cerveau qu'il faut activer en prenant le temps, en créant des rituels et en faisant en sorte de faire découvrir, en faisant sortir les gens de leur bulle. Il faut qu'on sorte de cette espèce de truc qui nous angoisse complètement. En plus, on est en plein confinement, c'est encore pire, pour aller à la découverte d'autres choses. Donc je pense qu'il faut travailler sur des algorithmes qui fassent appel à d'autres parties du cortex, dont parle très bien Sébastien Boller. Je vous invite à lire son bouquin, et qui justement nous invite à nous ouvrir l'esprit plutôt qu'à nous renfermer sur notre dopamine et sur notre plaisir immédiat. Aude, ça te parle, cette idée d'ouvrir l'esprit, etc. Les gens dans ta communauté Discord, là, est-ce que c'est exactement, ou c'est ce genre de conversation que tu peux avoir avec eux, des choses qui les intéresseraient Oui, il y en a quelques-uns, je crois, qui utilisent les petits robots qui m'ont déjà parlé de Flint. Oui, je pense que c'est effectivement... mais en fait, c'est un peu une... Comment dire, le problème, c'est que c'est très rassurant aussi d'être dans sa bulle. Enfin, vous dites c'est terrible avec le confinement, mais en fait, pour beaucoup de gens, c'est très rassurant. C'est tétanisant presque d'aller un peu vers l'inconnu, etc. Donc, c'est pas si simple. Dans la communauté d'enquêteurs citoyens, globalement, les gens sont, je crois, plutôt en accord avec ce que je pense, c'est-à-dire effectivement essayer de sortir de sa bulle, même si moi-même j'ai mes dadas d'information et j'ai j'ai des idées parfois arrêtées sur certains sujets et c'est pas toujours évident en tout cas de m'intéresser aux opinions contraires, mais c'est vrai que je pense que ça me paraît effectivement urgent et le travail de Benoît à ce sujet-là, il me paraît extrêmement salutaire, quoi. Chine, j'aimerais qu'on reparle de NewsGuard, dont l'idée en fait est Chine a déjà une extension pour les navigateurs. Le modèle économique d'ailleurs de NewsGuard, c'est de vendre cette extension et le savoir-faire que vous avez pour qu'il apparaisse dans les outils des GAFAM directement. Donc c'est-à-dire que dans Edge, par exemple, le navigateur de Microsoft, on peut avoir NewsGuard. L'idée, c'est que cette technologie-là, elle soit partout et là où la mésinformation et là où le problème se trouve en fait directement. Oui, l'idée d'avoir fait une start-up avec un business model et non pas un produit gratuit, une fondation ou comme certains auraient pu le penser, c'était que on pensait que voilà, les femmes, les grandes plateformes ont contribué à créer ce problème avec des algorithmes qui ont permis la viralité sans précédent de ces contenus. Donc quelque part, ce serait pas mal qu'ils contribuent aussi à régler ce problème en étant les clients des solutions et en proposant eux-mêmes les solutions à leurs utilisateurs. Et puis, c'était aussi l'idée qu'il fallait un business model viable parce que c'est comme je vous le disais avant, c'est un travail très minutieux qui prend beaucoup de temps, qui demande énormément de petits humains qui travaillent de manière acharnée et continue sur ces contenus et donc il faut bien les payer. L'idée aussi. Mais donc voilà, l'idée ce serait que si un jour on pouvait avoir inclus dans Facebook des alertes sur votre flux, des petites icônes, des petites indications visuelles rapides qui vous permettent de voir, tiens, ça c'est une source fiable, ou ça, attention, c'est une source qui par le passé a publié beaucoup d'intox. Ça ne veut pas dire qu'on va vous la bloquer, parce que le problème aussi aujourd'hui, c'est que les solutions contre la mésinformation, c'est souvent les plateformes qui vont aller retirer les contenus, les supprimer, ou les rendre moins viraux avec d'une manière assez peu transparente. Et ça contribue à nourrir le complotisme, en fait. C'est ce qui s'est passé avec Hold Up, on l'a vu. Le documentaire a été retiré. Et du coup, tous les sites que nous, on connaît très bien chez NewsGuard de mésinformation les plus populaires, on dit, regardez, voilà, c'est la preuve qu'on veut nous cacher la vérité. Le contenu dérange. Pourquoi il dérange? Parce qu'il y a la vérité dedans et que ce grand complot mondial, c'est nous qui vous l'avons révélé le premier. Nous, on n'est pas pour cette censure et on pense que la mieux information, c'est leur apporter plus de contexte. Parce que aujourd'hui, ce qui manque, c'est un peu de contexte sur qui sont ces sources d'informations, pourquoi est-ce qu'elles veulent nous donner ces informations, qu'elles y gagnent, et après, libre aux gens de faire des choix éclairés. Mais je pense qu'aujourd'hui, il manque ce supplément, cette éducation aux médias, parce qu'on est dans un écosystème très, très compliqué avec des myriades de nouvelles sources d'informations qui émergent chaque jour. C'est vraiment difficile de s'y repérer. J'aimerais justement qu'on parle de l'approche, Benoît, Aude, qu'on doit avoir maintenant face à cette situation. Alors, vous avez tous les deux des approches qui sont complémentaires, c'est bien cela. Est-ce que vous pensez qu'il faut que vous travailliez ensemble davantage et qu'il faut se parler davantage et qu'on travaille un petit peu trop en silo les uns les autres?
Peut-être, oui. Par exemple, pour parler de Hold Up, j'en suis. Parce que tu te sens un petit peu seule aussi parfois. Moi, je me sens un peu seule. Peut-être que nous tous, un peu, parfois, on se sent seul. Et en fait, on est extrêmement nombreux et on est de plus en plus nombreux. Et c'est vrai qu'il y a quelque chose à creuser là-dessus. Il y a sûrement des synergies à faire qui ne se sont pas encore faites parce que probablement on est tous aussi chacun, voilà, dans notre. Enfin, voilà, c'est pas si évident que ça. Mais enfin là, en tout cas, tous ceux qui sont là, je crois qu'on est plutôt alignés. Juste pour rebondir aussi sur NewsGuard, moi je suis tombée, je dois dire, je confesse, par hasard sur NewsGuard il y a quelques temps. Et c'est pas pour dire, mais c'est la référence numéro 1 que je donne maintenant à chaque fois que je vais, je sais pas, en intervention, par exemple avec l'association FECOF, dont je fais partie. C'est vraiment extrêmement complet. Et je me suis tout le temps dit, mais comment ils font ? Parce que, je ne sais plus, on a travaillé sur Les Moutons Rebelles, qui est un site, par exemple, de désinformation. Ce qui est bien avec la rédaction citoyenne, c'est que dès qu'on s'intéresse souvent à un article ou à quelque chose, il part. Parce que ça leur fait peur, ils voient qu'on est 1000 dessus, etc. Et en fait, Moutons Rebelles, par exemple, je suis allée sur NewsGuard, je suis tombée sur NewsGuard, et il y a 72 pages, hyper détaillées, hyper sourcées, sur pourquoi ce site n'est pas fiable, avec des notes, des trucs. Et donc, c'est vrai que ça me paraît assez imparable, en tout cas. C'est pas juste ce site n'est pas fiable, etc. C'est vraiment expliqué en profondeur, donc c'est top. Mais oui, effectivement, je pense que ça va venir, qu'on va y venir. Je ne sais même pas s'il existe vraiment un festival de l'esprit critique. Enfin, il y a des choses, je sais pas, il y a des choses à faire, à construire ensemble. Je vois, moi, comme je suis sur YouTube, il y a beaucoup de youtubeurs qui ne sont pas spécialement journalistes, et il n'y a pas de souci, au contraire, qui font de l'esprit critique. Mais je crois qu'il y a encore assez peu de synergie, finalement. Chacun travaille un peu dans son coin, c'est hyper dommage. Sachant que les complotistes travaillent souvent ensemble. Enfin, en tout cas, se coordonnent beaucoup plus. Donc, ça pose question aussi. Au passage, tu avais un format intéressant, Aude, toi, qui consistait à voler au secours des complotistes pour les aider à compléter leur production, qui, selon toi, était totalement incomplète parce qu'il n'y avait pas la pluralité des propos dedans, etc. C'est l'idée que j'ai eue, parce qu'en fait, encore une fois, donc, on n'a pas beaucoup de fonds pour l'instant avec la rédaction citoyenne, donc j'essaie de réfléchir à des formats qui ne sont pas trop compliqués à faire, qui ne vont pas me prendre un temps infini forcément, etc. Et en fait, on a eu l'idée effectivement de voler au secours des complotistes, c'est-à-dire en fait, il y a une méthode de base d'enquête qui est, voilà, on a des sources, on travaille, on confronte les opinions, on interviewe des spécialistes, et surtout quelque chose qui n'est jamais dans les contenus complotistes, il n'y a jamais de droit de réponse. C'est-à-dire, c'est regarder Bill Gates comme je sais pas quoi, mais jamais le micro est tendu à Bill Gates pour qu'il donne son droit de réponse. Et donc là, par exemple, nous avons spoté une magnifique vidéo qui raconte que l'Institut Pasteur a créé la Covid. C'est vraiment dommage parce qu'il n'y a pas eu de droit de réponse. Et donc, j'ai contacté effectivement au nom de la rédac la personne qui a fait ça. Je lui ai dit qu'on pouvait vraiment l'aider, que j'étais en contact avec l'Institut Pasteur s'il voulait lui poser des questions, etc., etc. Et j'ai discuté avec cette personne, pour la petite histoire, pas plus loin qu'hier, et c'était lunaire. À chaque fois que je discute avec des gens dans ce schéma-là, c'est lunaire. Il dit non, mais moi je fais pas d'enquête, madame. Je trouve des sources et elles sont fiables. Et au revoir. Globalement. Benoît Raphaël, sur l'idée de Flint, là, je le disais, vous venez de faire une nouvelle levée de fonds. L'idée est-elle de travailler aussi avec les GAFA ? Quelles sont vos relations avec les GAFA ? Puisque NewsGuard, on entendait, veut d'une certaine façon rançonner, enfin en tout cas tirer de l'argent aux GAFA qui sont en partie responsables du problème. Et vous, chez Flint ? Nous, notre ennemi, ce sont les algorithmes des GAFA, donc on ne travaille pas avec eux. Je n'ai rien contre les GAFA en eux-mêmes, les patrons. Par contre, les algorithmes, nous, on s'intéresse surtout à ce qu'ils font. Donc nous, on n'a pas pour l'instant de raison de travailler avec eux, encore moins de prendre de leur argent, parce que je pense que l'idée, c'est aussi de rester indépendant et de montrer une certaine sincérité dans notre démarche. Par contre, l'idée, c'est de mettre en valeur toutes les initiatives et de travailler avec elles. On paye déjà, moi j'ai déjà un abonnement NewsGuard, je regarde beaucoup ce que fait Aude, on échange beaucoup, on le mettra, comme on est tous très complémentaires, il faut avancer là-dessus. Je crois qu'après tout le travail qu'il y a à faire, je pense qu'il y a un travail d'éducation qui est à faire, qui n'est pas une éducation à la vérité, parce qu'encore une fois, on désigne un ennemi qui sont les complotistes face à nous-mêmes qui faisons partie d'un establishment de la vérité.
Donc je pense qu'il faut savoir maintenant repenser un peu ça et passer de la vérité avec le contrat social qui fait qu'on est d'accord avec le corps scientifique, le corps des journalistes, pour aller vers plus une sorte de maïeutique, c'est-à-dire ce que faisait Socrate, c'est d'interroger en permanence et de nous apprendre à nous interroger en n'ayant pas peur du fait que la vérité n'existe pas. Par contre, il y a des données, il y a des faits. Un fait n'est pas une information n'est pas une opinion, etc., etc. Et donc ça, dès l'école, et puis ensuite pour chacun. Si on n'apprend pas chacun à mieux s'autonomiser, à mieux interpréter l'information dans cette guérilla qui est devenue l'information, on va être establishment contre complotiste, et ce n'est même pas une vérité. Je pense que donc je pense qu'il faut retravailler la façon qu'on a de penser l'information du côté des journalistes et du côté des citoyens, repenser aussi la façon qu'on a de consommer l'information, parce qu'on peut se faire avoir par les complotistes comme par des médias qui parfois ne travaillent pas bien. Et je pense il faut qu'on devienne plus indépendant par rapport à ça. On va prendre 2 minutes juste pour faire un dernier tour de table. Effectivement, Chine, sur ce point-là, pour conclure, NewsGuard croit profondément en l'homme et en l'approche aussi humaine face à l'intelligence artificielle. Oui, si je peux réagir à ce que vient de dire Benoît, c'est exactement, enfin, je partage totalement son avis, c'est-à-dire qu'on a besoin d'une éducation à la méthode. Et nous, avec nos analyses qu'on met, auxquelles on confronte les lecteurs, notre méthode qui s'appuie sur des critères journalistiques de de crédibilité, de transparence, comment travaille le média, pourquoi ça c'est responsable et ça l'est pas. En confrontant les gens à ça, on est persuadé qu'on les confronte à la méthode et qu'on leur permet de s'armer mieux eux-mêmes contre la mésinformation. Il y a des gens qui font ça par des jeux, des jeux vidéo qui vous confrontez aux méthodes de manipulation des désinformateurs. Ça aussi est hyper efficace aussi. Je pense que cette question de l'inoculation, d'essayer de créer un vaccin contre la mésinformation, pour essayer d'éduquer à cet esprit critique avec méthode. Il y a une citation de Gérald Bronner que j'aime beaucoup qui est « l'esprit critique sans la méthode ». Peut mener facilement à la crédulité. Moi, je la dis peut-être pas exactement parfaitement, mais c'est comme ça que je m'en souviens. Et ça, c'est vraiment important. C'est qu'aujourd'hui, on est face à des complotistes qui nous avancent, qui font de l'esprit critique et qu'on n'en a pas. Et donc, il faut réintroduire de la méthode dans cet esprit critique face à leur millefeuille argumentatif dans lequel on se perd souvent et qui est très séduisant parce qu'il donne des réponses, quoique parfois fantaisistes. C'est important de réintroduire la méthode. Aude, un mot de conclusion là-dessus. Oui, si je peux ajouter une chose, c'est vrai que on va essayer de donner de l'espoir. Voilà. Souvent, je rencontre donc pas mal de jeunes qui sont très séduits par ces thèses complotistes parce que on est un peu comme dans un film. Hein. Voilà, y a les méchants, il faut se battre contre eux, et puis ceci, puis c'est souvent très bien vendu. Le complotisme, c'est plus sexy en tout cas que des articles journalistiques très, très, très fouillés. Et pardon, du coup, je voulais dire, oui, le petit espoir que j'ai, c'est que effectivement, ils parlent d'esprit critique souvent, ils s'en revendiquent et tous les gens qui versent dans les croyances assez complotistes s'en revendiquent. Et la seule chose que j'essaye de faire comprendre, c'est que ça n'a pas de sens, et c'est assez logique, d'être critique que de quelque part ce qui vient du haut, c'est-à-dire, je sais pas, tel scientifique, le gouvernement, les experts, etc. Mais derrière, il y a, je sais pas, Yvette72 qui va faire une vidéo de folie en expliquant que la Covid vient de là, et là, ils vont y croire à fond. Et en fait, pourquoi fais-tu ça ? Enfin, l'esprit critique, l'esprit critique doit s'appliquer partout, au quotidien, même à, je sais pas, ta boulangère qui te dit telle chose, d'où elle le sort, c'est quelque chose qui doit s'appliquer partout. Et je me dis, si on réoriente juste ça, on peut avoir, enfin moi j'ai rencontré des jeunes qui étaient globalement assez imbibés de ce genre de croyances, qui pourraient faire des super enquêteurs. Simplement, il faut leur donner des méthodes et leur expliquer effectivement que c'est pas voilà, ce qu'est l'esprit critique, qui est aussi d'ailleurs de se méfier de ses propres biais. Voilà, c'est encore autre chose, mais c'est effectivement fondamental de les orienter là-dessus. Eh bien, ce sera le mot de la fin. Merci à tous les trois. Merci Chine Labbé, merci Aude Favre, merci Benoît Raphaël d'avoir été ici présent. Merci aux équipes techniques aussi qui permettent que ce rendez-vous soit un succès. À toi. Merci beaucoup. Merci beaucoup Steven, merci à tous. C'était passionnant et on va rester dans un instant sur cette thématique de la désinformation. Juste avant, on fait un petit break. Merci d'être avec nous pour Média Ancienne, 3e édition. À très vite.